Bonjour Francis, comment vas-tu? Bonjour Gérard, ça va très bien. Bon, super. Bienvenue dans Leader d'Excellence. Donc ici, on ne parle pas de théorie, mais on parle de leadership qui marche vraiment. Puis vu ton Oui. expérience, tu as forcément des pépites à nous livrer. Et puis pour commencer, ben, j'aimerais bien que, si c'est possible, que tu te présentes en quelques phrases du pro, du perso, sans toi libre. Et puis surtout, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aussi profondément à la posture managériale et puis à ces deux thèmes que sont le conflit et la chance. Ok. Eh bien, mon histoire a commencé il y a 30 ans, Ah, précisément, tu vois. Bon, je suis né un peu plus tôt avant, bien sûr, mais j'avais une formation d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie et j'étais pas à ma place et j'étais surtout timide et introverti. oh, Et, ok. voilà. Et donc un jour, j'ai suivi une formation en prise de parole en public et c'était en dehors de mon travail, donc je l'ai payé de ma poche, hein, c'est pas Ouais. l'entreprise qui payait, il n'y avait pas encore toutes ces possibilités comme aujourd'hui. Et pour moi, c'était une découverte puisque j'ai dû me présenter devant 40 personnes Hmm. et j'étais la dernière personne à se lever. Et Ouais. puis, j'ai bafouillé, j'ai dû raconter n'importe quoi, je sais plus trop. Mais en tout cas, quand je suis retourné à ma place, j'ai vu le coach, le consultant hein, de l'époque, parler avec confiance, clarté, conviction. J'ai dit, je veux prendre sa place. Voilà, voilà. Ça a changé ma vie puisque 6 mois plus tard, j'ai démissionné de mon travail Ouais. pour me former à tout ce qui était technique de communication et de management. Et donc, ça fait 30 ans que je suis à la fois formateur, coach et conférencier. Ah, c'est une vraie révélation alors ce jour-là. C'était une révélation, exactement. Et donc, pendant 30 ans, bien sûr, j'ai découvert plein de choses dans le domaine du management, du leadership, de la communication. Et j'ai même découvert que j'étais capable d'écrire des livres. Ah ouais, ouais, il me semble bien. Euh, euh, En synthèse, professionnellement, on peut dire quoi? Coach, formateur, conférencier international? Alors, ce que j'aime bien, c'est le mot anglais, parce que les Américains, ils ont un mot pour tout. Ils Ah, disent speaker, ah, qui veut speaker. dire conférencier, si on traduirait, si on traduit directement, mais ça englobe formateur, coach, tout cela. Voilà. Et auteur, et si je ne Alors, m'abuse, tu as écrit auteur, oui, deux oui, livres, auteur. tu as commis deux livres, diraient certains. Je suis en train d'écrire mon troisième, donc jamais Oh, 203, comme excellent. on dit en allemand. Ah, ah ouais. Voilà, le premier, il est sorti, ça va bientôt faire 20 ans. Et c'était en 2007, il est sorti en 2007, c'est là, au cœur des conflits. Ouais. Et le deuxième, il est sorti en 2014, et donc j'espère que le troisième sortira peut-être cette année, et sinon, j'espère l'année prochaine. On croise les doigts. Alors, au cœur des conflits, ça parle de gestion des conflits au sein de l'entreprise? Tout à fait. Alors, à l'époque, si tu veux, il y a plus de 20 ans, j'ai aussi la chance de découvrir la communication non violente, Hmm. et j'ai Marshall eu surtout la Rosenberg. chance avec Marshall Rosenberg. Et j'ai surtout eu la chance de travailler avec Marshall Ah Rosenberg. ouais. Donc, Alors, parle-nous de ça, là. C'est incroyable, à ta vie, là. oui, c'est parce que avant de rencontrer Marshall Rosenberg, j'avais dû faire un ou deux séminaires de base de la communication non violente. Ouais. Mais lorsque j'ai fait un séminaire, j'ai fait en tout 20 jours avec lui, hein, donc Ah pour te dire. oui. Oui, c'est pas juste. J'ai fait plusieurs week-ends et j'ai surtout fait ce qu'ils appelaient le cours intensif international qui durait Ouais. 9 jours, Ah qui ouais. était en Suisse. Ah. Et donc, autant la théorie, si tu veux, c'est simple à comprendre, Hmm. mais autant l'application, Ouais. c'est beaucoup plus profond, tu vois. Toi, tu veux dire que le transfert d'informations, comprendre les slides, les classeurs, c'est facile, mais l'incarner, l'intégrer, l'ancrer, c'est autre chose. C'est très juste, voilà. Parce que, et c'est toute la difficulté, et je pense que c'est vrai, quelle que soit la méthode, hein, que ce soit de l'analyse transactionnelle, de la PNL, de l'hypnose ericksonienne, de l'énéagramme, du processcom, Bon, désolé pour les néophytes, hein, là, c'est très, Pardon, très pardon, pointu. désolé, je fais une énumération, effectivement, de tout un ensemble de techniques, quoi. Voilà. Mais bon, elles sont de plus en plus connues, toutes ces Alors, techniques, comment toi évidemment. tu fais pour ancrer justement tout ce que tu as appris? Comment tu passes de l'étudiant scolaire, si j'ose dire, à un leader charismatique qui justement a complètement intégré ces techniques, ces outils? Eh bien, je dirais d'abord, je n'ai pas complètement intégré toutes ces techniques. J'en ai intégré beaucoup et j'en intègre encore. Ah Et je oui, dirais surtout, il faut constamment être en mode apprentissage, hein. On est ouais, constamment élève et enseignant. Et c'est justement ce que je dis quand je commence une formation. Je dis, j'ai le plaisir, j'aime beaucoup apprendre de mes participants.
Parce Hmm. que finalement, c'est qu'en confrontant toute cette théorie ou toute cette technique ou toutes ces attitudes, ce qu'on apprend en formation, c'est quand te confrontes avec ces techniques face à des personnes que Ouais, tu vas voir si ça marche bien ou pas, bien ou que sûr. tu vas voir que c'est souvent un peu plus complexe que ça. Hmm. Et donc ce livre, il s'adresse à qui et il apporte quoi au cœur des Alors conflits? là, si tu veux, je me suis principalement inspiré de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Ouais, J'ai mis ma touche à moi où je parle de sa méthode, de son approche qui est quels sont les faits, quels sont les besoins et quelle est ma demande, qu'est-ce que je veux au fond de moi, quoi. ouais. Et en fait, je me rends compte, parce que dernièrement, j'ai utilisé ça en coaching Ah, et je me rends compte que euh, j'ai retraduit ça inconsciemment, hein, que je me rends compte que finalement, toute la difficulté en leadership, c'est de dire, OK, quel est le problème? hmm. Et qu'est-ce que je veux vraiment? Ouais. Ou qu'est-ce que je dois faire? Ou qu'est-ce que je peux demander à mes collaborateurs ou à mes Alors moi, collègues moi, le manager. ou le manager? Voilà, tout à fait. Quand tu dis je, tu te mets dans la Oui, peau du c'est ça, je manager. me mets à la place du manager, Ouais, voilà. Hein. Et souvent, nous avons tous ce problème. C'est pour ça, je pense que toi-même aussi, nous avons des coachs, nous faisons aussi suivre, parce que quand une personne de l'extérieur nous permet d'avoir un autre regard, et ouais. surtout un regard que nous-mêmes, parce que nous sommes impliqués, que nous aurions un peu plus de mal à être factuels, concrets. Et Hmm. donc, toute la difficulté, c'est de bien identifier quel est le problème une fois, hein, comme dirait Freud, un problème bien posé est à moitié résolu. Donc je Ah, crois que c'est plutôt Henry Ford qui a dit ça. Freud, c'est plutôt la prise de conscience du problème. ouais. Et ce livre-là, s'il y a le manager avant, la lecture, l'intégration de ce livre, et le manager après. Si on parle d'une situation A, puis B, et le véhicule, c'est ton livre, quelle est la transformation que vit le manager grâce à l'apport de ce livre au cœur des conflits? Eh ben déjà, c'est une prise de conscience de qu'on peut regarder une situation conflictuelle sous un autre angle. Ouais, Deuxièmement, que le problème du conflit, alors ça dépend de quel conflit, bien sûr, hein, si tu veux. Dans un conflit, on est généralement toujours deux, donc bien sûr, on a notre part de responsabilité. Et après, ça dépend de l'autre et nous devons gérer l'autre, comment il réagit. Si nous utilisons toutes les techniques, nous avons beau utiliser toutes les techniques, mais si l'autre ne réagit pas ouais. bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est minimiser le conflit. Hmm. Donc, Voilà. la situation avant, le manager est qu'est-ce qu'il vit? Et la situation après, grâce au livre, le manager, qu'est-ce qu'il vit? Eh ben, Et après, faire un avant-après pour que les futurs lecteurs, hein, parce que hein, je vais mettre de la OK. pub après sur le livre, et, voilà, Eh que les bien, futurs lecteurs disent, voilà, moi, je veux celui qui a un outil, moi, je suis pas là pour faire de la littérature, vous avez tort, c'est très bien, mais, mais l'idée, voilà, c'est moi, comment ça va me transformer? Qu'est-ce que tu peux leur dire? alors, en fait, de manière générale, quand nous avons un conflit, nous portons un jugement sur la situation et encore pire, nous portons un jugement sur la personne, sur l'autre. Ah, ouais. Et c'est ce jugement que quand nous l'exprimons, ça devient une critique ou des critiques, et c'est ce qui fait que nous pensons que le problème c'est l'autre. Hmm. Comme nous pensons que le problème c'est l'autre, eh bien nous n'allons pas en sortir de cette situation. Par contre, quand nous pensons que nous avons Ouais. une part de responsabilité pour s'en sortir, Hmm. nous pouvons que travailler sur cette part de responsabilité. Alors, et surtout aussi, il faut voir que bien sûr, il y a des situations conflictuelles, si tu veux, où de temps en temps, bah, il faut s'affirmer, et de temps en Ouais. temps, il faut donner de l'empathie, c'est-à-dire chercher à comprendre l'autre. Mais Hmm. je dirais que la principale difficulté, c'est de chercher à comprendre l'autre. C'est, D'accord. comme Ouais, dirait Stephen Covey, chercher d'abord à comprendre avant de vouloir être compris. C'est facile à dire parce que nous voulons tous être compris, c'est ça. mais nous devrions d'abord faire cet effort de chercher à comprendre l'autre. Donc, grâce à tes outils, changer l'angle pour voir la situation. Deuxièmement, des outils pour créer une connexion sincère et très forte avec Mhm. l'interlocuteur avec lequel on peut être en conflit. Et le step d'après, donc l'étape d'après, c'est quoi pour justement dénouer au mieux cette situation? Eh bien, tu l'as presque dit, Marshall Rosenberg, le résumé sous cette phrase, connexion avant correction. Ah, ouais, Tu vois. Et c'est très profond, c'est-à-dire connexion, ça veut dire je cherche d'abord à comprendre quel est ton problème, je cherche d'abord à comprendre quelle est ta vision, comment tu perçois la situation. ouais. Et ensuite, je te donne ma version de la situation Hmm, pour
Bien sûr, après, il faut gérer la résistance personnelle que nous avons tous, hein. Ouais. Il y a un ensemble de raisons qui font que même si l'autre a raison, nous n'allons peut-être pas le reconnaître, tu vois. Nous, on aime bien Alors avoir donc raison nous aussi, hein, partons, voilà, et donc nous partons de cette notion de porter un jugement sur l'autre ou sur les autres en disant, OK, ça c'est mon jugement et ça c'est OK d'avoir un jugement. Maintenant, il faut aller un peu plus loin pour chercher à comprendre quelle est la vraie motivation, qu'est-ce qui a poussé ou qu'est-ce qui fait que la personne est en conflit là maintenant. peut-être quel est son besoin insatisfait aussi. Exactement, Mm. exactement. Et Et donc, donc, ce la communication non manager violente qui a, cherche à... Pardon. vas-y, ce manager qui a compris justement ces techniques, qui les intègre au fur et à mesure, quel est son quotidien d'après? Bah, eh bien, son quotidien d'après, je dirais, il est plus dans l'écoute que dans le jugement. Il cherche à comprendre j'ai beaucoup de managers qui m'ont fait des retours en coaching. Et comme ils sont un peu plus dans l'écoute, ils ont moins de problèmes après. Ils voient que Mm. leurs collaborateurs, bah, ils sont il a de meilleures relations. Et donc, il est en train de comprendre que, effectivement, les problèmes qu'ont les autres, bah, peut-être que lui aussi il les a. Et Ouais. donc, il va émettre moins de jugements, ou il va entendre aussi les jugements des autres. Derrière un jugement, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Mm. Et plutôt que de prendre ça comme une attaque, c'est de chercher à comprendre. Ok. Donc, meilleure compréhension de l'autre, meilleure communication, plus de fluidité dans des échanges, meilleure productivité. Et puis une chose qui intéresse beaucoup les dirigeants d'entreprise, meilleur ROI, donc meilleur retour sur investissement. Parfaitement. J'ai discuté, en petite parenthèse, vous le direz à personne, hein, je vais raconter une anecdote personnelle. Hier soir, on invitait voilà, des amis à la maison et puis le monsieur donc qui était en face de moi, voilà, il est donc l'ami, il est directeur d'une agence, d'une très très belle entreprise dans le bâtiment justement. Et puis il disait que effectivement, ce qui intéresse justement les patrons, donc c'est supérieur. Et puis lui du coup c'était son point d'attention, c'est vraiment le ROI. Il m'a dit ouais, ouais ROI. Ok pour bien sûr. Les équipiers, le bien-être, etc. Mais le ROI était quand même un KPI, donc un indicateur clé de performance au moins aussi important. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que ton livre, on parle aux dirigeants de l'entreprise, le livre de Francis Zenz vous permettra de développer de manière incroyable votre ROI. Est-ce que tu es d'accord, Francis? Entièrement. Le ROI sous l'angle humain. Sous l'angle humain, on est complètement d'accord. D'ailleurs, Voilà. ce sont des valeurs qu'on partage et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité et tu as accepté t'inviter dans Leader d'Excellence. Donc ça, c'était pour le premier livre en 2007, mais quelques années plus tard, Francis s'est dit, moi, je veux écrire un deuxième livre, je veux apporter des choses à mes lecteurs. Quel est ce deuxième livre? Ah. Alors, je ne me suis pas dit ça comme ça. Oh. Pour tout te dire, c'est qu'il est venu vers moi, ce livre. Ah, Oui, parce qu'un soir, je suis allé à un bowling, un vendredi soir, ouais. et je rencontre une connaissance. Je lui dis comment ça va. Elle me dit la poisse, il m'arrive que des tuiles. Elle me Ah. fait une longue liste de tout ce qui n'allait pas. Et à la fin, réflexe de coach, je lui dis et qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Et elle me dit rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, cet échange m'a interpellé, qui fait que dans mon chemin de retour, je me suis dit, mais moi, dans la vie, comme tout le monde, en tant que coach, nous avons les mêmes problèmes, enfin, presque les mêmes problèmes, où nous les gérons un peu différemment, mais j'ai toujours eu des problèmes, mais je m'en suis toujours sorti. Hmm. Et donc, je me suis dit, j'ai de la chance. Ouais. Et cette idée, j'ai de la chance, a fait son chemin, qui fait qu'à 4 heures du matin, ça m'a réveillé. Et ça trottait dans ma tête, et donc je me suis mis sur mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. D'ailleurs, petite précision, j'ai de la chance. Comment tu l'écris? Eh bien, justement, tu as bien entendu, c'est là, c'est j'aide, hein. Alors, justement, au moment où j'ai commencé à écrire, c'était j'ai de la chance. Ouais. Et un peu plus tard, j'en parle à un ami psychologue. Je lui dis, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle J'ai de la chance. Donc, je le disais un peu vite. Il me Ouais. dit, dis plus lentement. Il dit, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle J'ai de la chance. Et lui, il m'a dit, c'est pas ce que j'ai entendu. Ah, je dis, ah bon, qu'est-ce que tu as entendu? Il m'a dit, j'aide du verbe aider. Je dis, c'est exactement ça. En Hmm. fait, et ça rejoint le leadership, nous avons une part de responsabilité dans notre vie Ouais. au travail, ou quel que soit le contexte. Nous Et pouvons donc, ce aider. livre, il s'adresse à qui et qu'est-ce qu'il apporte? Alors ce livre, à l'inverse du Au cœur des conflits, qui
même s'il est aussi grand public, mais il était plus orienté entreprise. Oui, Le livre sur J'ai de la chance, il est grand public, mais aussi en entreprise, parce que quels que soient les principes, ouais. pardon, quels que soient les principes, que ce soit en entreprise ou dans la vie de tous les jours, il y a des comportements à adopter pour avoir plus de chance. Hmm. Déjà, savoir saisir les opportunités, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, si tu veux, qui ont une opportunité, mais ils passent à côté de l'opportunité. Et j'en ai fait partie, j'en fais peut-être encore À partie, tous, hein, je pense. mais voilà, ça arrive à tout le monde. Sauf que nous avons peut-être plus d'opportunités que nous pouvons saisir que nous le pensons. Bah, d'ailleurs, Louis Pasteur disait, le hasard est fait pour les esprits préparés. Donc là, on est complètement dedans, là. Très juste. Voilà, le hasard favorise l'esprit préparé et sous un angle dans le domaine concerné, d'accord? Il dit ça surtout dans un certain domaine concerné. Le hasard favorise donc dans le domaine du management, dans notre domaine, mais encore il faut le regarder sous cet angle-là. Donc t'apprendre, moi je rejoins ça avec l'improvisation théâtrale que voilà que je pratique Oui. depuis presque 30 ans. Mais donc toi tu rejoins ça en fait à une écoute fine. On est au-delà des oreilles, on est presque même au-delà des yeux. Je dirais même on est au niveau presque du cœur. Oui, on peut le résumer comme ça. Alors, je vais te donner une anecdote, Ouais. comme tu parles d'anecdote. Eh bien, en 2006, à Pâques, si tu veux, j'avais un rêve. Hmm. J'en parle à un ami. Je dis, j'irai bien cet été aux États-Unis. Et Hmm. en même temps, j'aimerais bien rencontrer tous les grands consultants de ce monde. Ah oui. Voilà un rêve, une vision, hein, comme ont les leaders. Ouais. Et 3 jours plus tard, je reçois un livre que j'avais commandé de longue date à l'époque, hein, nous étions en 2006. Et quand je commence la lecture de ce livre, il y a marqué: Je suis allé au congrès des conférenciers professionnels américains où j'ai rencontré tous les grands consultants de ce monde. Je dis, waouh, la réponse à mon rêve. Et pas une, pas deux, je vais sur Internet, je fais NSA, alors ça s'appelle la NSA, National Speakers Association, Ouais. l'association des conférenciers américains, et je D'accord. découvre que le prochain congrès était au mois de juillet à Ah, Orlando. Et ben, 3 mois plus tard, je me trouve à Orlando. ah ouais. Il y avait 1500 conférenciers, Hmm. 10 Allemands et un Français. La Ah ouais. conséquence de ça, c'est que 2 ans plus tard, avec un ami Laurent Tilski, nous avons créé l'Association française des conférenciers professionnels. Ah ouais, excellent. Voilà. Donc, tu vois, être à l'écoute de ces coïncidences, voilà, quel que soit le mot qu'on donne derrière, qu'on donne, que ce soit coïncidence, hasard, synchronicité ou encore sérendipité, qui est plus utilisé dans le domaine de la recherche. Hmm. Pardon. Donc, en résumé, qu'est-ce que tu conseilles aux lecteurs ou aux gens en général de faire ou comment être pour justement savoir saisir ces opportunités et puis vivre la meilleure vie possible? Eh bien, savoir dire plus souvent un peu oui aux opportunités, à nos demandes, surtout quand au début on dit «Oh non, mais là, je suis pas prêt», ou là, Mm. nous avons toujours plein d'excuses. Ouais. Alors qu'il vaudrait peut-être mieux dire «Ok, d'accord, pourquoi pas, je vais tester». Donc, on met l'exclusif de côté et puis on ose et on aime sortir de sa zone de confort. Exactement. Ouais. Exactement. Ça rejoint vraiment l'improvisation théâtrale où on est dans le oui et, ça c'est la règle d'or, Oui, je l'improvisation connais, théâtrale, ouais, les pièces j'ai N. fait des séances avec toi déjà, il y a longtemps. J'écoute, j'accepte et je propose, puis l'autre fait de même. Ouais, Ok, ouais. excellent. Donc 2007 et puis le deuxième, donc Au cœur des conflits, deuxième livre, 2000 combien? 2014. 2014, J'aide la chance, chez tous les bons libraires et toutes les plateformes qui vendent des livres, on n'en dira pas Oui, plus. voilà. Et donc voilà, et un troisième livre en préparation. Tu, tu veux dévoiler en avant-première un thème ou tu gardes ça secret et puis ils verront bien la surprise. Alors le thème, c'est dans la continuité de J'ai de la chance, si tu veux, mais c'est plutôt sous l'angle plus général de réussir sa vie. Ouais. Le titre, je l'ai depuis 30 ans. Ah oui, Parce qu'il y a 30 ans, quand j'ai démissionné de mon travail pour me lancer dans ce métier-là, ouais, j'avais voulu écrire un livre, parce qu'il y a plusieurs livres qui m'ont influencé pour faire ce métier. ouais. J'ai dit, bah, je vais écrire un livre, alors que je ne suis pas forcément un bon écrivain, je ne suis pas un grand écrivain. Mais, et donc, j'avais trouvé un titre qui s'appelle Le possible dépend de vous. Hmm. Voilà le titre actuel.
Alors, j'ai une amie récemment on- qui m'a dit en sous-titre, tu peux mettre l'impossible aussi. Ah ouais, pas mal. Ah, j'avoue. Est-ce Alors, que oui, l'idée qui est derrière, pardon? non, je te laisse continuer. J'avais des questions à te Oui. poser sur les livres qui t'ont inspiré. Si tu peux en citer un, deux ou trois, voilà. Mais je te Oh, laisse ben, finir. il y en a beaucoup, moi. Euh, mais l'idée, si tu veux, qui est derrière, justement, ça fait quand même 30 ans que je suis dans ce métier et 30 ans que je réfléchis sur comment être plus efficace, comment mieux communiquer, comment saisir sa chance, savoir utiliser des opportunités. Eh bien, voilà, donc il y a ces 30 ans d'expérience et 30 ans de lecture aussi. Mm. Là, tu vois, derrière moi, il y a beaucoup de livres Ouais. qu'on ne voit pas ici non plus. Mais voilà, depuis 30 ans, j'ai lu beaucoup de livres et je les relis aussi. Et tu pourrais nous en citer un, par exemple, que tu nous conseilles vivement? Alors, bah, tout dépend si on parle de leadership ou non, ou au sens large du terme, Oh, on ou va être large. Après, si tu peux genre, recouper avec le leadership, c'est top. Mais voilà, il y en a un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. ouais. Mm. Et voilà, donc ça c'est, lui il a écrit plusieurs livres, il a écrit un livre qui s'appelle La priorité des priorités. Ah oui. Voilà, donc c'est un auteur américain, un coach, un speaker américain. Mm. Ouais, très très connu, avec un parcours incroyable. Voilà. Après, il y en a d'autres qui m'ont inspiré, comme, enfin, celui qui m'a surtout fait changer de métier il y a 30 ans, c'était Tony Robbins. Mm. Lequel? Donc, le livre, c'était Pouvoir illimité. Ah, ouais, d'accord. Et là aussi, c'est une histoire de chance parce que tu vas voir, c'est que avant de changer de métier, avant de faire cette formation en communication, j'allais toujours à la Fnac et j'allais toujours dans le rayon suspense policier. Mm. Et après avoir commencé à faire cette formation en communication, je suis allé dans le rayon sciences humaines. J'étais jamais allé dans ce rayon-là. Ouais, j'adore aussi. Ouais. Et je regarde les livres, etc. Puis là, il y a un titre qui m'inspire, Pouvoir illimité. Je dis, oh, ça a l'air sympa ce livre, ce titre. Je prends et je le dévore. Et, Ah, et c'est suite à ça, dans le livre, il y a marqué écrivez ce que vous voulez dans la vie. ah, Et je l'ai écrit le 23 juin 1995, donc tu vois, ça fait exactement 30 ans. ouais. Et un mois plus tard, j'ai donné ma démission. Ouais. Ah, Voilà, excellent. Ouais, t'as pris le pouvoir sur ta vie et t'as arrêté de marcher à côté de toi. exactement. Excellent. Donc, si on veut faire un résumé, Francis Zen, speaker, il me semble hein, que tu interviens à l'international, France, Europe, États-Unis. Exactement. Exactement. Donc voilà, donc Oui, si on a alors, besoin d'un international, ça international. veut dire deux choses. Ça veut dire, Oui. un, j'interviens en anglais et en allemand. Ouais, donc trois Et langues, français, anglais, autant, allemand. oui, oui, toi, autant à l'étranger qu'en France. Voilà. Parce qu'il Ah y a ouais. des missions aussi en France, Peut-être sur principalement en anglais. Suisse, beaucoup, États-Unis, Allemagne, je sais pas, Europe principalement, voilà. J'ai Europe. fait aux États-Unis, j'ai fait le Brésil aussi. Hmm. Ouais. Et Ouais, excellent. avant l'Ukraine, j'ai fait la Russie. Je vous mettrai hein, toutes les coordonnées, évidemment. Vous pourrez, Ouais, avec des liens, rejoindre notre ami Francis. Alors, je profite d'avoir une sommité devant moi pour te poser des questions complémentaires. Vous avez vraiment beaucoup de chance dans Leader d'Excellence. Première question. Donc, je parle en général, si tu étais manager, quand ton équipe t'écoute mais ne te suit pas, c'est quoi le vrai problème? Donc, quand ton équipe t'écoute mais ne te suit pas, c'est quoi le vrai problème? Il y a beaucoup de managers compétents qui donnent des consignes claires et pourtant, bah, ça prend pas. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on peut être écouté sans être suivi et comment on inverse ça? bon, alors ça dépend de la situation, hein. Il faut toujours voir quel est Sûr. le contexte, quel est le problème, quel est le vrai problème en fait. Euh, Souvent, il y a un des problèmes, si tu veux, des managers. Alors, si tu veux, les managers, ce qu'ils font, c'est de la délégation, hein. Hmm. Quand on délègue, ben, on enseigne en management qu'il faut définir des objectifs SMART. Ouais. Vous Alors connaissez Smart, ça? tu peux Oui, je vais le respécifier pour définir, ceux tu vas qui voir. disent c'est quoi cette voiture? Voilà, smart qui en anglais veut dire intelligent ou fin voilà. Donc la première chose que j'ai appris il y a 30 ans, objectif SMART et il y avait SMART, donc c'est un acronyme, S Ouais. pour spécifique, M pour mesurable, T pour limité dans le temps. Mm. Tu vas voir pourquoi j'ai mis les deux autres un peu de Ouais. côté, parce que longtemps je me suis dit
Bah, finalement, un objectif, c'est le spécifique, mesurable et limité dans le temps, ça suffit. Ouais, D'accord? Et puis, il y a le A et le R. Alors, le A et le R, selon les traductions ou ouais, selon les interprétations, A voulant dire ambitieux, atteignable, le R réaliste ou réalisable, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, celui-ci me dérangeait toujours un petit peu. Enfin, ces deux mots me dérangeaient toujours un petit peu. ouais. Et le A, finalement, je préfère le remplacer par adhérer, Ah, tu intéressant. vois, ou accepter. Parce que est-ce que quand je fixe un objectif, quand je me fixe un objectif, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'adhère? Ouais, En tant que manager, quand je fixe un objectif à un collaborateur, est-ce que le collaborateur, il adhère à mon objectif? ouais. Donc là, tu as Voilà. vraiment les deux points de vue, du manager et aussi le collaborateur. Voilà. Et c'est très important que le collaborateur adhère à cet Ouais, objectif. tout Et une ça sorte de sous-entend que sens. déjà qu'ils le comprennent cet objectif, qu'ils comprennent l'objectif et qu'ils comprennent la pertinence de cet objectif. Ouais, Pourquoi c'est important pour lui. Et puis après, le réaliste ou réalisable, moi j'ai. Alors, un des deux mots me va très bien, mais le réalisable, c'est-à-dire que quelle est ma part de responsabilité? Donc, en tant que manager, si je fixe un objectif à un collaborateur, bon, déjà, bien sûr, en tant que manager, j'y crois, mais ouais. est-ce que le collaborateur y croit? Il adhère pleinement. Et en tant que manager, j'ai ma responsabilité, j'ai une part de responsabilité pour faire en sorte qu'il puisse adhérer. Hmm. D'accord? Et donc, ça se traduit principalement dans notre manière de communiquer. Donc, quand il adhère pas, au Je final, peux te toi, donner un exemple il te concret. reste pas en surface. Toi, qu'est-ce que tu arrives à voir que les autres ne voient pas, en fait? Bah, je peux te donner un exemple concret. Dans mes débuts, j'avais accompagné, nous étions plusieurs consultants, nous avons accompagné un chef d'entreprise qui venait d'être nommé par des financiers dans une entreprise de 150 personnes. Ouais. Et puis, pendant toute une journée, nous avons accompagné les collaborateurs pour accepter le changement, Hmm. pour accepter la nouvelle vision du nouveau manager, du nouveau Ouais. PDG. Et puis, à la fin de la journée, ce PDG fait un discours. Et nous, moi, j'étais dans la salle avec les collaborateurs. Et dans son discours, il dit, bah voilà, l'objectif, c'est de doubler le chiffre d'affaires, de doubler le nombre de magasins d'ici 5 ans. Objectif plutôt smart, d'accord? Ouais. Enfin, du moins spécifique, mesurable, limité dans le temps. Ouais. Et puis, dans sa manière de communiquer, il Hmm. termine sa phrase en disant, bon, on s'est bien compris. Et euh, au vu de la réaction des collaborateurs, je dis, mais pour qui se prend celui-là, etc. Vous voyez, c'était juste dans sa manière de communiquer son objectif, dans sa manière de parler, et notamment le on s'est bien compris. Voilà, il suffit de changer pas grand-chose. Il aurait pu dire, afin d'atteindre cet objectif ou ces objectifs, j'ai besoin de vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Ça Hmm. s'appelle une demande. Et là, on revient à la communication non violente de Marshall Rosenberg. Tu vois? Parce que les collaborateurs, ils le prenaient comment ce bon, Ah, ils l'ont très mal pris. Ils l'ont très mal pris. Parce que j'étais dans la salle, si tu veux, avec les collaborateurs. J'ai entendu, non seulement vu, mais entendu leur réaction. Et je m'en rappelle très bien, il y a une personne qui a dit, mais pour qui il se prend celui-là? ah, il Tu nous vois? prend pour des bebeux, etc., etc. Voilà. Donc, peut-être que son intention n'était pas mauvaise en soi, du Ouais. PDG, mais c'est dans sa manière de communiquer. Hmm. Et tout est dans ces détails dans la communication. Est-ce qu'on peut mettre en lumière aussi, parce que quand on écoute mais qu'on ne suit pas, on a compris les mots, alors là c'est peut-être un peu différent, mais on a compris les mots, mais le corporel dit une autre chose. Donc là on est techniquement ce qu'on appelle dans une incongruence. Est-ce que ça aussi c'est un piège à éviter, qu'on ne maîtrise pas bien sa communication? Oui, alors là, nous sommes plus dans le domaine de la communication et Ouais, effectivement que notre corps parle autant que nos mots. Bien sûr, si il faut que le PDG il croit ouais, en son projet, bien sûr, et ça se traduit dans les mots. Après, il y a une part dont il a conscience et il y a une part dont il n'a pas ouais. conscience. Et tout le travail que nous faisons, hein, toi et moi, c'est effectivement aider les managers, les dirigeants à prendre conscience que oui, ça a un impact, que ce soit positif ou négatif. Hmm. Merci beaucoup, Francis. Question numéro 2. Comment poser un cadre sans devenir autoritaire? Donc, dans le quotidien, un manager est souvent tenté de hausser le ton pour se faire respecter, mais c'est quoi pour toi poser un vrai cadre clair sans casser le lien?
Alors, je suis surpris que tu commences comme ça par un cadre, effectivement, parce que souvent on parle de recadrage en management, et Ah, pour pouvoir recadrer, il faut déjà avoir défini un cadre. Et ouais. très souvent, et tu as raison, que très souvent, quand il s'agit de recadrer un collaborateur, parfois c'est parce que le cadre n'était pas clair. Donc, Hmm, c'est très important de définir un cadre de fonctionnement. ouais, Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là derrière, derrière le mot cadre? Le cadre, c'est quels sont les objectifs, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quels sont les principes et les règles de fonctionnement. ouais, Et donc, autoritaire, non, je pense que c'est important d'avoir un cadre, d'avoir des règles de ouais, fonctionnement, de se mettre d'accord. Alors, dans toute entreprise, il y a des cadres, des règles, des valeurs, des principes qui existent, qui sont, comment dire, qui ont été travaillés, qui sont affichés. ouais, Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas jamais, pas forcément été exprimés clairement. ouais. Tu vois. Donc, c'est très important de communiquer là-dessus pour, voilà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que dans notre façon de travailler, nous devons respecter la discrétion ou respecter les horaires ou la discrétion de travail, enfin, voilà, se mettre d'accord sur un ensemble de principes. Bah justement, là, je cadre, je coach en ce moment une jeune manageuse qui est voilà, dans un certain domaine et elle me disait que dans la passation justement de consignes entre une équipe et une autre, il y avait voilà, une chose qui était pas faite, on va dire, correctement. Mais le problème, c'est que justement, il y a pas de charte écrite, de règlement justement sur comment on doit faire les passations, à qui on doit les faire, etc. Une espèce de flou qui fait que bah, il y a une situation de tension justement entre ces deux managers. Donc là, ouais, l'idée de cadre et de dire ouais, c'est quoi le cadre, c'est vrai que c'est important. Alors ici, ce que j'entends, c'est surtout de respect de la procédure ou de définir une Ouais. procédure. Hein, parce que souvent, il n'y a pas de procédure. Les procédures, elles sont implicites, elles n'ont pas été écrites, et c'est pour ça l'importance d'écrire les procédures. Et donc le cadre, c'est le respect des procédures. C'est ça. Question numéro 3. Est-ce que tu as une méthode simple pour faire redémarrer une équipe désengagée? Donc les gens là sont Ah, là physiquement, mais ils sont bah, absents mentalement parce qu'ils n'ont plus le goût, ils n'ont plus le cœur oui. à faire les choses. Donc quel premier levier activer pour refaire revenir l'envie et la dynamique? Eh bien, je dirais, ça dépend toujours bien sûr du contexte, mais Ouais. dans tous les cas, il faut d'abord laisser exprimer le mécontentement. Ah, vider le Voilà. sac. Ouais, Il faut vider le sac, voilà, tant que c'est pas fait, bah, forcément, les collaborateurs ou les personnes, cette équipe, a du mal à entendre un autre ouais, discours. Donc au début, il faut écouter. Et dans ma longue expérience de formateur, je me suis rendu compte que, parce que moi, souvent, au début, je faisais beaucoup de formations qui duraient 2 jours, hmm, encore aujourd'hui, ouais, mais au début, quand on prend en main un groupe, on ne se connaît pas, donc il faut prendre le temps de faire connaissance. Donc, si je ne prends pas le temps de faire connaissance, hmm, eh bien, ouais, ça va moins bien se passer. hmm, D'accord? Je disais tout à l'heure connexion avant correction, disait Marshall Rosenberg. ouais, Et je me rappelle qu'au début, j'animais une formation qui s'appelle la gestion du temps, que j'anime toujours d'ailleurs. hmm. Et au début, j'avais 8, 10 personnes. Et puis un jour, j'avais 16 personnes. Ah oui. Et comme on fait quand même un tour de table de présentation, Ouais, eh bien, je prenais moins de temps parce que je me dis, ah, j'ai 16 personnes à gérer, comment je vais gérer mon temps, etc. Donc, j'allais beaucoup plus vite. Sauf ouais, que comme j'allais plus vite, je laissais moins de temps à chaque participant pour s'exprimer. ouais, ah oui. Et donc, et généralement, ça générait par la suite de la frustration, du mécontentement et donc des objections. Ah. Donc, c'est très important de prendre le temps de créer cette connexion, que ce soit dans une situation de prise en main d'un groupe ou que ce soit dans une situation où il y a un groupe, une équipe qui est désengagée. Donc c'est faire parler, comme ça toi t'identifies justement, on va dire, le point de désaccord. Donc c'est justement le point sur lequel tu as travaillé pour redonner la dynamique, peut-être redonner un sens commun, idéalement Oui, en alors adéquation avec parfois, l'entreprise. oui, parfois il suffit juste de laisser les personnes s'exprimer sans forcément les recadrer, sans forcément leur montrer qu'ils ont tort ou qu'elles ont tort, sans leur forcément Ouais, proposer autre chose. Mais le fait de les laisser s'exprimer, ok. Et je me rappelle une fois avec Marshall Rosenberg, j'ai une anecdote avec ça. Et nous étions 80 ou 100 personnes dans la salle. ouais, C'était un week-end. Et le samedi, ça s'est très bien passé. Puis le dimanche, il y a un journaliste qui veut participer à la journée. ouais, Et puis,
bien sûr, Marshall Rosenberg demande est-ce que c'est OK que le journaliste participe à cette formation, à cette journée? Ouais. Eh bien, il y a eu pendant 1 heure et demie de Ah, ouais. discussion Ah oui. sur oui ou non, est-ce qu'on accepte ce journaliste parce que, à l'époque, si tu veux, de la communication non violente, on pouvait peut-être mettre ça sous forme de secte ou je ne sais quoi, enfin, Ah, d'accord. etc. Donc, il y avait une discussion. Et Marshall Rosenberg, pendant 1 heure et demie, il a rien dit. Ah bon? Il a rien dit. Il a juste laissé exprimer ce. Alors, il y avait des personnes dans le lot. Alors, moi, je suis plutôt conciliant. Je dis, bon, allez, on va avancer, on va pas discuter trop longtemps. Et Ouais. d'ailleurs, je me rappelle très bien, il y avait deux, trois personnes qui. Je dis, punaise, il m'embête celui-là, pourquoi il nous discute, parle longtemps, etc. Allez, passons à l'action. Ben, moi, ça Ouais. m'intéresse pas, qu'il Ouais. soit là ou pas, le journaliste, etc. Et Marshall Rosenberg n'a rien fait. Il a juste laissé exprimer les personnes pendant 1 heure et demie. Ah Et au ouais. bout d'1 heure et demie, il dit, bon, eh bien, on va faire cet exercice maintenant. Il prend la main. Voilà, connexion avant correction. Vous voyez, donc, il laisse Connexion avant exprimer correction. les mécontentements, et puis après, on peut passer à autre chose. Quatrième question. Qu'est-ce qui sabote le plus souvent un leadership collaboratif? Qu'est-ce que tu as vu le plus souvent comme posture, peut-être mot ou réflexe, qui tue la coopération dès le départ, même chez les gens de bonne volonté? Alors, tu parles du leader, du manager, dans son comportement. C'est ça que tu veux savoir? Bah, le fait que, on a un groupe qui doit fonctionner en bonne intelligence, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que ça grippe et du coup, ça commence à s'envenimer. Est-ce que toi, tu as vu des choses comme ça ou pas du tout dans ta pratique? Oui, bien sûr. Alors, et nous, tout à l'heure, on parlait du cadre. C'est toujours très important de donner un cadre. Et c'est de comprendre quel est le cadre que nous devons définir. Alors, quand c'est faire travailler les personnes ensemble, Ouais. est-ce que c'est juste pour produire ou est-ce que c'est pour être dans la créativité? Hmm. Selon le contexte, le cadre n'est pas le même. Ouais. Hein. Et par exemple, si on prend maintenant, passons à la créativité. Créativité, tu sais très bien que la difficulté, c'est d'accueillir des nouvelles idées, des idées qui ne nous plaisent pas Ouais. forcément. Et L'acceptation. en créativité, ben, il y a d'abord le cadre, c'est d'abord il y a une phase de divergence, c'est-à-dire on émet toutes les idées Hmm. et on ne critique pas. Ouais. On critique éventuellement après, quand il va falloir sélectionner là où les bonnes idées. Mais l'idée, c'est de dire, OK, même si c'est une mauvaise idée, le fait d'avoir une mauvaise idée, peut-être que cette mauvaise idée peut engendrer une autre idée qui est peut-être la bonne. Hmm. Mais si on la critique trop vite, on risque de ne pas la prendre en compte ou de ne pas prendre en compte cette étape qui nous permet d'arriver vers des idées qui sont meilleures. Bah, peut-être qu'on peut dire, ouais, effectivement, donc, que l'ennemi de la coopération, c'est le jugement, alors. C'est exactement ça. Et la première chose, le jugement, il est d'abord chez nous, parce que Hmm. nous-mêmes, quand on est en créativité, on nous juge nous-mêmes nos Ouais, idées. c'est vrai. Et c'est là que je dis toujours que ce qu'il faut faire, surtout en animation d'équipe, c'est quand une personne pose une question, qu'elle soit stupide ou non, il faut toujours valoriser la question. Ouais. Parce que si vous dites, ah, c'est nul ta question, et Hmm. une autre personne qui est un peu plus timide, qui est introvertie, elle va pas oser poser sa question, qui est peut-être la bonne question. Ouais. Voilà. Ouais, ça Donc, tue l'élan, ouais. Ouais. voilà. Il faut accueillir dans l'accueil. Hein, ça nous permet de revenir toujours au même point, qui est dans l'accueil de ce qui est là, de ce qui est présent. Et Marshall Rosenberg disait, c'était son approche. Hein, il disait toujours, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est vivant là maintenant. Hmm. Est-ce qu'un manager peut fédérer s'il s'écoute pas lui-même? Ou sans doute, sans doute, mais je pense que ça doit être difficile. Donc Je là, dis ouais, sans doute pourquoi? Parce ouais. qu'il a forcément un pouvoir, si tu veux, un pouvoir financier, un pouvoir d'organisation. Il peut imposer des règles, mais c'est pas pour autant qu'il va fédérer. Ouais. Et il va peut-être faire en sorte que les gens vont faire, malgré eux, Hmm. pendant un certain temps. Et puis peut-être à un moment donné, ils en auront marre. Hmm. Et puis même si lui alors je l'entends aussi, j'hésite à dire régulièrement, mais plus d'une fois, je l'entends des managers ou des personnes qui ont le même type de fonction qui sont amenés à faire certaines choses parce que bah, c'est descendant, c'est comme ça qu'il faut le faire, mais ils n'adhèrent pas. Tu parlais Oui, oui. justement d'adhésion tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que, évidemment, une personne qui ne croit pas en les consignes auxquelles il est obligé
de faire le relais, ça va être compliqué de fédérer. Parce que si lui-même ne croit pas, ça va transpirer dans sa manière de communiquer. Très juste, très juste. Et c'est toute la difficulté, hein. La question est, est-ce que j'adhère ou j'adhère pas? Si j'adhère pas, ben, il y a une autre question qui se pose, mais c'est vrai qu'au début, une autre question qui est, est-ce que je reste dans la boîte ou pas, quoi. C'est une question extrêmement juste et, Voilà, alors qu'est-ce et qui fait que honnête. je reste? Parce que j'ai besoin d'avoir des revenus, Et oui. de manger, d'avoir quoi manger pour le dimanche. Et voilà, donc mais à ce moment-là, bah, il faut faire un choix. Ok, est-ce que je transmets? Ok, je dois convaincre malgré tout, même si j'adhère pas. Hmm. Hein, c'est toute la difficulté. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a une honnêteté avec soi à avoir et je trouve que c'est une question qui est très C'est une puissante et question courageuse. oui, qui est courageuse et qui est difficile aussi, Ouais. dans le sens que, bah oui, je n'adhère pas, et dans quelle mesure je n'adhère pas, bah, il faut que, soit bah, je joue le jeu, mais c'est vrai que c'est une, comment dire, je trouve pas le mot maintenant, qui est enfin, un désaccord avec soi-même, hein, c'est vrai. Ouais, ouais. Et ouais, ouais, et ça touche justement moi je trouve une question un peu taboue qui est une des plus grandes peurs de l'être humain, qui est la peur de la misère. Alors moi, il y a un très proche qui me racontait euh, il était vendeur, hein, c'est-à-dire commercial dans une imprimerie, très très beau niveau. Voilà, il commençait à gravir les échelons, situation de cadre. Après, il s'est fait débaucher par la concurrence. Donc là, on lui a mis des objectifs, on va dire, très trop ambitieux, à dessein ou pas. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans la polémique, mais le fait, c'est que lui qui avait justement du bagou, une personnalité, du charisme, une affirmation de soi, il avait tout perdu parce que intérieurement, il y avait cette peur de la misère, parce qu'à la maison, il fallait faire manger 5 personnes, etc., etc. Mais quand je lui ai posé la question, mais pourquoi tu t'es pas rebellé ou affirmé ou quoi que ce soit, il a été incapable de me le dire. Mais intérieurement, quand il m'a dit juste après, mais il fallait que je fasse manger, ou sa femme à côté a dit, il fallait que je fasse manger, enfin qu'il fasse manger 5 personnes, on avait compris quoi. Ce qu'il y avait justement le démon qu'il y avait et qui le faisait déjouer, comme on dit au foot. C'est juste, hein, c'est un dilemme, hein, c'est dans quelle mesure j'ai besoin de ce travail ou de cet argent, et d'un autre côté, je suis pas en accord, je suis pas en phase. Et c'est pour ça, bien sûr, idéalement, on veut créer des entreprises où tout le monde se sent bien, ça c'est l'idéal, mais dans la pratique, dans la réalité, c'est toute la difficulté. Ah ouais. Et puis du coup, le fait de se dire, voilà, je reste ou pas, c'est courageux et quelque part, c'est peut-être aussi arrêter ici pour repartir sur une plus belle aventure. D'où j'ai de la Alors, chance. oui, mais ça nous ramène toujours à la même question, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on veut, quel est notre objectif Ouais. personnel. Et moi, je sais que avant de faire ce métier que je fais aujourd'hui, si tu veux, pendant 10 ans, bah, j'ai changé plusieurs fois d'entreprise. Hmm. Et pourquoi est-ce que j'ai changé d'entreprise? Parce que je voulais quelque chose d'autre ou parce que je fuyais ce que j'avais? Hein, tu vois? Alors, et moi, globalement, c'était plutôt la fuite parce que quand on arrive dans une nouvelle entreprise, au début, tout est beau, on dit, ouais, super, c'est mieux qu'avant, etc. Mais au bout de 3 mois, 6 mois, on va se rendre compte qu'il y a peut-être les mêmes difficultés ou des Ouais. choses qui ne nous conviennent pas. Et donc, on découvre la même chose que dans l'ancienne entreprise. En tout cas, c'était mon cas. Et donc, j'étais longtemps dans cette fuite de ce qui ne me convenait pas, jusqu'à ce que je découvre ce qui était important pour moi. Alors, ça ne veut pas dire que depuis 30 ans, tout ce que je faisais, tout ce que j'ai fait ce que je veux, mais Hmm. c'est en tout cas ce vers quoi je veux tendre, hein. Ouais. C'est d'être en phase avec moi-même. Ouais, ça c'est ouais, c'est une grande liberté, ça. Sixième question. Alors, est-ce que tu dis que le conflit n'est pas un problème? Je ne sais pas si c'est pas un problème. En tout cas, le conflit, il y a les conflits larvés, il y a les conflits qui sont visuels, qui sont exprimés. Il vaut mieux qu'ils soient exprimés parce que c'est une opportunité justement Ouais, c'est de ça. Je voulais savoir, de la je voulais venir à situation. ça. Est-ce que on peut le voir comme une opportunité? Exactement. Exactement, parce que s'il y a un conflit, ben, il faut faire quelque chose. Tout le problème, c'est que déjà le terme conflit, il a une connotation négative, alors Hmm. que c'est peut-être une situation qui nous permet, OK, nous avons un conflit, donc nous avons quelque chose à régler, nous avons un problème. Alors quand on parle de conflit, il y a la différence entre conflit et problème.
Dans conflit, il y a généralement, c'est un problème à la base, non, et en plus, il y a des émotions de Ah, part et d'autre, généralement. Voilà. ouais. Ce qui fait que, et c'est, les émotions ont tendance à nous, comment dire, un peu faire en sorte que nous ne voyons plus de manière factuelle la situation. Ça brouille la clarté, ça brouille Embrouille la la clarté, lucidité. exactement. Et c'est pour ça l'intérêt, la nécessité d'avoir un coach qui permet justement, le coach normalement il n'est pas impliqué, donc il va faire la part des choses, il voit quel est ce qui pose problème, et c'est de faire accepter par le manager ou le dirigeant que c'est uniquement ça qui pose problème. Ton jugement, le jugement du dirigeant est en lien avec une frustration, des émotions fortes qu'il faut mettre de côté. Justement, en parlant de coach, mon coach mentor, justement, disait dans une situation challenging, pour pas dire une situation problématique, dites-vous toujours où est le cadeau. Donc ça, c'est une chose justement qui me permet de changer de perspective. Ouais, très juste. Et si, alors je vois beaucoup de conflits au quotidien quand j'interviens dans des groupes, et quand justement, notamment la semaine dernière, vous savez, clashé très fort entre deux personnes, et je me dis, tiens, justement, c'est super parce que c'est l'occasion de crever l'abcès, de faire parler, comme tu disais. Je fonctionne beaucoup comme ça aussi, et puis du coup, idéalement, après, est-ce que la vie est idéale? Idéalement, arranger la situation. Donc c'est là où effectivement, c'est contre-intuitif, parce qu'on n'aime pas trop quand ça crie et que ça clash, mais le conflit peut être une opportunité. Très juste, très juste. Et d'ailleurs, de toute façon, la vie est faite de conflits, hein. Ouais, Comme nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il y a 7 milliards de façons de voir le monde. Et donc, forcément, même si nous avons des amis qui sont nos amis, mais même avec nos amis les plus proches, nous pouvons avoir des situations conflictuelles parce que c'est nous ne vrai. sommes pas forcément d'accord sur tout. Et oui, même avec notre compagne de vie. Aussi. Septième question, c'est quoi le petit truc invisible? Donc là, on va demander des secrets. Faut pas le dire, hein. Quel est le petit Ok. truc invisible qui change tout dans une prise de parole? Est-ce que toi, tu as justement une espèce de ta secret sauce ou ton, je sais pas comment dire, ta golden pépite qui fait que ta prise de parole devient vraiment puissante et inspirante? Bonne question. Alors, j'aurais peut-être plusieurs réponses, mais en Ah, tu fait, peux, tu peux. euh, non, je crois que chaque fois que nous avons l'occasion de parler en public ou devant un groupe, que ce soit même face à une personne, nous avons une opportunité pour convaincre. Hmm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous-mêmes être convaincus. Et ça nécessite de faire sortir toute notre énergie qu'il y a en nous, quoi. Ouais, donc Alors, je ne parlais pas cette de ta question. c'est vraiment cette adhésion au propos que tu veux transmettre pour toucher. Moi, j'aime bien la phrase qui dit Exactement. l'éloquence, c'est toucher l'esprit et le cœur des gens. Et Ouais, cette incarnation, j'ai plus le nom du. Il y a un avocat pénaliste qui est aussi oui. coach en prise de parole, qui disait que voilà, l'incarnation, c'était vraiment je sais pas si c'est le stade ultime, mais il disait que c'était vraiment le, le, le Saint Graal à avoir quand on prend la parole. Le fait d'incarner, du coup, on projette comme ça naturellement, comme le pourrait le faire un C'est acteur. exactement ça. Et pour arriver à ce stade d'incarner ce en quoi on croit, ce qu'on a envie de transmettre, eh bien, nous devons déjà avoir conscience que notre manière de communiquer est importante et que nous n'avons pas forcément appris à communiquer de manière, comment dire, efficace, de manière convaincante. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles savent parler, parce que ce qu'elles disent ont l'air d'être structuré, d'être clair, eh bien, elles sont convaincantes. Non, pas pour autant. Et nous sommes tous dans notre monde, que ce soit dans de la prise de parole en public ou dans un monde de management ou scientifique quel qu'il soit, mais nous devons tester l'impact de notre communication auprès des autres personnes. Ouais, puis je dirais même prendre plaisir à échanger, à transmettre. Exactement. Moi, ce que je dis quand j'ai la casquette de metteur en scène, c'est justement, je dis, vis ton émotion, comme ça, tu vas nous le transmettre en Wi-Fi. Et quelque part, j'aime bien aussi la phrase, je dis souvent ça à la personne que je peux former, c'est prendre la parole, c'est prendre sa place. Donc, comme tu disais, on est 7 milliards sur cette planète
Et justement, cette manière de voir la vie différemment, bah justement, partagez-nous ça, transportez-nous et faites-nous passer à l'action. Mhm. Et de ce côté-là, nous avons beaucoup à apprendre en France parce que nous ne sommes pas. Enfin, je veux dire, moi, j'ai découvert donc le monde des conférenciers aux États-Unis il y a presque 20 ans. En fait, bon, ils sont en avance de ce côté-là, on les utilise toujours comme référence, mais quand vous avez deux managers, un français et l'autre américain, qui sont côte à côte, qui ont développé le même produit ou qui ont le même produit à vendre, ben, il y en a un qu'on va plus acheter parce que ben, dans sa manière de communiquer, il est convaincant, il est motivé, il est persuasif, et ce sera 80% du temps l'américain, Ah ouais. malheureusement. D'accord? Oui, parce que je pense que dans leurs études, alors je connais moins bien les États-Unis que toi, mais dans leurs études, il y a quand même beaucoup de travaux justement d'expression orale, de présentation, de choses comme ça. Oui, alors c'est beaucoup plus naturel, du moins ça a l'air beaucoup plus naturel. Quand il y a 30 ans, j'ai démissionné de mon travail, je suis allé aux États-Unis faire un séminaire avec Tony Robbins, justement. Ah ouais. Et il y avait nous étions, je sais plus, une quinzaine de Français. Hmm. Et quand les Américains, et donc il y avait dans une salle de 3 4 000 personnes, et de temps en temps, Tony Robbins donnait la parole aux personnes dans la salle. Et donc, les Américains, ils se levaient avec le micro dans la. C'était pas forcément des coachs, des conférenciers, hein, Ouais. ils prenaient la parole, ils parlaient comme si c'était naturel et Ouais. ça avait l'air bien. Et Ouais. je me rappelle très bien, il y avait des Français qui prenaient la parole. C'était beaucoup plus hésitant, beaucoup plus. Bon, d'accord, merci beaucoup d'avoir parlé. Et comme Voilà. le disait Bertrand, donc c'est un copain, hein, et d'autres pourraient l'appeler Maître Mupfuma, donc qui a avocat d'affaires au Luxembourg, et il disait que le savoir-être, c'était vraiment, selon lui, supérieur au savoir et au savoir-faire. Il disait que cette capacité à savoir transmettre des émotions, transmettre une conviction, c'était quelque chose de très puissant. Donc c'est vrai que toi comme moi, qui sommes passés par Toastmaster et on est des amoureux de l'art de la parole, bon, on prêche des convaincus, mais on sait que justement cultiver, travailler cet art de la parole et réussir à transmettre ça, ce qu'on peut faire au quotidien avec les groupes qu'on peut former, c'est quelque chose de très fort. Et ce que j'aime à dire, moi, au groupe que j'ai en face de moi, je dis que c'est même un super pouvoir. De donner envie, de manière éthique, donner envie à l'interlocuteur de vous dire oui. Exactement, donner envie, c'est tout le but du leadership, hein, c'est de donner envie, quel que soit le domaine. Et dernière question. Donc, un manager technique qui n'inspire pas, qu'est-ce que tu lui dirais pour changer ça dès demain? Il est compétent, il est carré, il est bosseur, mais les gens autour de lui, ouais, bon, ça ne s'agglomère pas, Eh ça bien, se comprend pas. oui, eh bien, ce que je dirais, c'est que qu'ils prennent un coach, parce que Francis. ou Gérard. Euh, non, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la réponse en elle-même, toute faite, il n'y en a pas, si ce n'est, c'est un travail sur soi. Hmm. Parce que c'est pas quelque chose qu'on va régler du jour au lendemain. Je donne toujours cette analogie. Je dis toujours, quand je suis en formation ou même en coaching, je dis, à ton avis, quel est le point commun entre un manager et un formateur ou un coach? Eh bien, le point commun, c'est la répétition. C'est répéter, répéter, répéter. Parce que le manager, à longueur de journée, il répète à ses collaborateurs, oui, mais je te l'ai déjà dit, tu devrais faire comme ça, oui, mais je te l'ai déjà dit, etc. Et bah oui, il faut un certain temps pour changer son comportement. Même Ouais. si à la base, nous sommes d'accord sur l'idée, mais pour certaines personnes, elles passent tout de suite à l'action, mais la majorité d'entre nous, nous mettons du temps avant de passer vraiment à l'action. Et donc c'est pour ça un accompagnement permet, ok, de bien travailler en profondeur, de voir les résistances et surtout de mettre en évidence spécifiquement pour le manager pourquoi c'est dans son intérêt de changer certaines choses dans son comportement. Toi, de ton expérience, qu'est-ce qui est le plus souvent à changer justement chez ces managers techniques qui sont très bons, très brillants et qu'on aime, mais qui ont du mal à embarquer humainement leurs équipes? Souvent, C'est leur communication, comme tu le dis, hein, c'est leur communication au sens large du terme, mais quand on dit communication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois le choix de leurs mots, de leurs phrases, de construire de meilleures phrases, de faire des phrases peut-être plus courtes, parce que Hmm. souvent les phrases sont longues et quand elles sont longues, ben, on a oublié le début de la phrase et on ne sait plus trop ce qu'ils voulaient dire.
Ensuite aussi, il y a le côté enthousiasme, le langage corporel et le langage et la voix qui va avec, quoi. Ouais, d'accord. Donc savoir peut-être libérer l'enthousiasme. Et deuxièmement, comme techniquement, parce qu'ils n'ont pas appris et que c'est pas naturel chez eux, ils n'ont pas calibré alors, sur tous les niveaux leur communication. Bah, du coup, le message fait pchit, quoi. Ça prend pas. Alors, il fait pchit pour deux raisons. Un, parce que peut-être il n'est pas clair pour eux non plus, quel est Hmm. le message qu'il veut faire passer. Ouais, Et souvent, ça, c'est un gros travail parce que souvent, c'est pas forcément clair. ouais, Ça nous ramène au début, on parlait que quand il y a un problème, quel est le problème? C'est d'identifier clairement le problème. ouais. Eh bien, tant que c'est pas clair pour eux quel est le problème et du fait, et ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent par rapport à ça, c'est souvent pas très clair. Donc, c'est déjà un premier travail à faire. Donc vraiment Et une ensuite, clarté au début, quoi. effectivement, pardon? Une clarté au début. Exactement, une clarté au début de ce qu'ils veulent. C'est un travail, ça demande un travail de réflexion, un travail mental, de dire, OK, mais qu'est-ce que je veux spécifiquement? Ça nous ramène à cette notion d'objectif SMART. Et ensuite, j'ai, OK, maintenant, est-ce que je suis convaincu? Est-ce que j'arrive à le transmettre? Et c'est là Ouais. qu'effectivement, il y a l'enthousiasme de mettre le bon ton de voix, la bonne posture et le bon choix des mots. Hmm. Francis, un grand merci pour ces pépites de leadership. Donc j'espère que ça inspirera bah, ceux qui nous regardent à mieux fédérer leurs équipes et puis à monter en puissance. Puis si cette conversation vous a apporté de la valeur, continuez à nous suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes de Leader d'excellence. Parce qu'au final, le leadership, ce n'est pas une question de titre, mais d'impact. Alors appliquez, testez et progressez. À très vite les amis. Et encore merci Francis pour ce temps que tu nous Merci accordes. Gérard, merci à toi. Au revoir. Au revoir.